Alors maintenant, on va parler du consommateur du 21e siècle, cette drôle de bébite, le consommateur. Je vais maintenant inviter M. José Alvarez, professeur au Harvard Business School, de venir se joindre à moi. Dans le secteur des supermarchés aux États-Unis. Titulaire d'un baccalauréat à l'Université de Princeton et d'un MBA à l'Université de Chicago, il a occupé divers postes de gestion et de marketing stratégique avant de devenir président de Stop & Shop, un géant de l'industrie agroalimentaire de l'Est des États-Unis. Il siège aujourd'hui sur les conseils d'administration de United Rentals, de TJX Companies et de Digital Lumens, en plus d'être professeur à la Harvard Business School. Please welcome... Accueillons M. Alvarez. Merci. Bonjour. Je m'excuse de ne pas parler français. Je veux remercier le comité et surtout Vincent de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je veux vous parler de deux sujets qui vont affecter vos entreprises et affectent probablement déjà vos entreprises. Je les appelle les deux perturbations dans le monde du détail. Il y a deux choses, j'espère, que vous allez retirer de ma présentation. D'abord, c'est que le consommateur final, votre client final qui mange votre nourriture, est en train de changer de façon significative. Et les détaillants que vous desservez, et certains d'entre vous êtes détaillants, ont beaucoup de défis en termes de changement technologique et la façon dont les gens magasinent. Et ces deux changements significatifs vont représenter des défis aux entreprises, mais aussi vont fournir de merveilleuses occasions pour l'avenir. Alors, deux sujets dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, la génération des milléniaux. Et la définition pour les milléniaux, pour qu'on soit tous sur la même page, la génération Y. Il y a différentes définitions pour cette génération. Notre point de vue, c'est que la génération Y est née entre 81 et 96. Donc, les plus âgés ont 35 ans, ils ont des enfants et ils commencent à fonder des familles. La plupart d'entre vous connaissez les boomers qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale et pendant les années 60 et ont été la génération dominante jusqu'à ce moment. Les générationnaux aux États-Unis, et la plupart des données viennent des États-Unis, un peu du Royaume-Uni, mais ça va vous donner une idée de ce qui se passe au Canada et, dans une certaine mesure, ce qui arrive ailleurs dans le monde. Donc, la génération Y est devenue le plus important segment des travailleurs aux États-Unis et bientôt, ils vont être la plus vaste cohorte en termes de création ou fondation de familles, ce qui nous amène à différentes activités de consommation et des changements dans la façon dont les gens mangent et travaillent et ainsi de suite. Et ça a des conséquences pour nous tous. L'autre point important au sujet de la génération Y, c'est qu'ils sont deux fois plus susceptibles de ne pas être blancs, d'être non caucasiens comparé au reste de la population. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de ma présentation aujourd'hui, ça devrait être que si vous ignorez la génération Y, c'est à vos risques et périls. Ils seront une force économique à l'avenir et probablement le groupe le plus important que vous allez devoir desservir à l'avenir. La moitié des milléniaux se considèrent comme étant indépendants au niveau politique, 10 % de plus que les autres générations. Ils sont très indépendants, férocement indépendants et veulent trouver différentes voies. Et on le voit bien aux États-Unis avec les élections. 30 % des générations Y n'ont pas d'affiliation religieuse, comparé à 16 % chez les baby boomers. Et dans le passé, on disait que les baby boomers n'étaient pas particulièrement religieux. Eh bien, cette génération est encore moins religieuse. Et les milléniaux sont plus susceptibles de favoriser un gouvernement activiste. En termes de comportement d'achat, voici des choses qui sont très importantes, qui doivent être comprises au sujet de la génération Y. D'abord, ils connaissent bien l'Internet. Ils sont habitués à vivre leur vie devant un écran, que ce soit pour magasiner, pour communiquer ou simplement pour absorber et disséminer les connaissances. 80 % de cette génération se couche avec son cellulaire à côté du lit. D'accord?
80 de la génération se trouve sur Facebook et ce qui est aussi important pour vous tous qui gérez des marques, 33 de cette génération se fie sur les blogs pour faire ce que l'on appelle le sourçage de foule. Ils utilisent l'Internet pour trouver de l'information. Ils ne se fient pas seulement qu'à la marque pour trouver l'information. Plusieurs considèrent que cette génération fait partie du mode de vie « nous ne vivons qu'une fois ». Moi, je n'y crois pas personnellement, mais plusieurs y le croient parce que cette génération dépense de façon assez libre. Ils voient qu'épargner, c'est inutile. Ils ne sauvent pas pour leur retraite parce qu'ils ne voient pas qu'ils vont prendre leur retraite. Ça ne sert à rien d'après eux. 78 des gens sondés dans cette cohorte générationnelle dépensent davantage sur des expériences que sur des objets. C'est intéressant parce qu'habituellement, c'est quelque chose que l'on fait plus tard dans la vie. Lorsqu'on vieillit, on a tendance à avoir beaucoup d'objets et donc on achète des expériences. Mais cette génération-ci s'oriente vraiment vers l'expérience. Cette citation est importante pour nous parce que vous allez peut-être vous penser que ça ne vous affecte pas, mais dans une certaine mesure, ça le fait. La citation dit, c'est que le modèle de propriété est passé. Maintenant, vous avez des compagnies qui se demandent comment le contourner. Pensez au changement en termes de propriété versus location ou versus partage. Et pensez à des choses comme Spotify. Moi, j'ai 3 fils de 16 à 24 ans. Aucun d'entre eux n'est propriétaire de ces 2. Ils sont sur Spotify. S'ils veulent écouter quelque chose, ils l'écoutent sur demande. Maintenant, en payant des frais mensuels chez Spotify. Ils n'achètent pas de musique. Nous, les gens plus âgés, nous avons une collection de CD ou des disques de vinyle ou des choses achetées sur notre iPhone. La prochaine génération ne le voit pas et dans les faits, ça se transmet même à notre génération. Uber est un autre exemple de ce phénomène où les gens n'ont pas besoin d'avoir de voiture. Ils peuvent utiliser leur téléphone pour circuler en ville assez facilement. Airbnb, je ne sais pas qui l'a utilisé dans la salle. Moi, je l'aime bien. J'utilise souvent Airbnb. Je vais aller à la diplomation de mon fils en Californie dans quelques mois et j'ai loué une maison pour moins cher qu'une chambre d'hôtel pour ma famille. Et finalement, Netflix. Qui ici regarde en série des séries sur Netflix? La plupart d'entre vous. Et c'est un modèle très différent de télévision. On peut regarder en série tant qu'on veut. C'est une façon différente de consommer des choses. D'un point de vue éducation, revenus et perspectives financières, cette génération est aussi très différente. Elle est la cohorte la plus éduquée dans l'histoire du monde développé. 33 de ceux qui ont 26 à 33 ans dans cette cohorte ont un diplôme universitaire ou mieux, et ça, c'est vraiment incroyable. Par contre, et ce qui est intéressant, c'est que la grande récession a affecté leur pouvoir d'achat de façon significative, de même que la mondialisation et la technologie, ce qui a fait stagner leurs revenus. Ce chiffre que j'ai ici, pour moi, était surprenant quand je l'ai vu. Le niveau de revenu moyen pour cette cohorte générationnelle aujourd'hui est 8 plus basse qu'elle ne l'était il y a 10 ans en 2008. Donc, si vous pensez à l'incertitude financière que cela crée, c'est vraiment intéressant. Et si vous pensez à ce que ça signifie d'un point de vue prix pour les producteurs et les marques, cela signifie que ça inquiète à l'avenir. Ces gens ne seront pas capables d'aborder des prix plus élevés. Quand vous mettez ça de pair avec davantage de concurrence d'un point de vue production et détail, cela signifie que le pouvoir d'établir les prix n'existera plus et une faible inflation et même une déflation vont être la norme pendant quand même assez longtemps. Voici la première génération qui se tire moins bien d'affaires que leurs parents. Et donc, c'est un changement significatif dans la trajectoire de nos sociétés. 14 de ceux à la fin des années 20, début de la trentaine, vivent encore à la maison. Ce sont des tanguis. Donc, c'est un pourcentage élevé pour toute cohorte depuis 15 ans. Donc, ce sont des impacts significatifs de cette génération que nous devrons gérer pour trouver des opportunités. L'autre chose ici qui est importante, c'est que 36 d'entre eux disent
qu'ils reçoivent du soutien familial. Ce sont des adultes, pas nécessairement des enfants, qui reçoivent encore du soutien familial. Encore une fois, c'est à cause du fait que leurs revenus et occasions d'emploi ne sont pas comme ils le voudraient. Ils ont le taux de propriété de maison le plus faible à cet âge. Les gens les appellent des fois la génération des locataires à cause de ça. Au Royaume-Uni, 25 le quart du revenu dépensé par cette génération se dépense pour le loyer. Et finalement, cette génération est très préoccupée de payer ses dettes, que ce soit les dettes scolaires ou autres. Les occasions qu'ils ont profitées pendant l'année, qu'ils ont vues depuis une décennie, ils ne se perçoivent pas comme investisseurs, mais davantage comme épargnants. Ils épargnent pour des achats à long ou moyen terme, mais ils ne sont pas investisseurs. Ils ne pensent pas au long terme, la retraite et tout ça. Donc, il y a beaucoup pour nous préoccuper ici, surtout en termes du coût des denrées et ce que vous pouvez vendre à cette génération. Quelques autres points importants comme matière de réflexion, c'est au niveau de la confiance en la société et d'engagement. Seulement 19 de cette cohorte croient que d'autres personnes sont dignes de confiance, comparé à 40 chez les baby boomers. Et quand les baby boomers, plusieurs d'entre vous grandissiez, on disait « ne faites confiance à personne de plus de 30 ans ». Eux, les boomers, font plus confiance que cette génération. Pensez-y. Ça peut être consternant. 26 de cette cohorte, les 18 à 33 ans, sont mariés, comparé à 48 chez les boomers à cet âge, qui étaient mariés. Une constatation intéressante, c'est que même si tout cela était vrai, c'est quand même la cohorte la plus optimiste de toutes celles qui sont passées avant, avec 37 d'entre eux qui disent que les meilleures années de leur vie sont devant eux. Ce qui est très intéressant pour vous, c'est comment ces gens mangent et magasinent. D'un point de vue préférence alimentaire, la génération Y est aventurière. Ils aiment trouver différents aliments à manger. 40 d'entre eux aiment les aliments ethniques, ce qu'ils appellent tout ce qui est nouveau et différent. Et ce qui est intéressant, 6 de la population sont végétariens et un autre 12 mangent rarement de la viande. Et ce que ça signifie, une journée, 1 sur 5 de cette génération ne mangeront pas de viande. 58 déclarent, c'est ce qu'ils ont affirmé, donc 58 déclarent qu'ils veulent éviter d'acheter des aliments transformés. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre question. Mais d'un point de vue mentalité, ils cherchent à éviter des aliments transformés. Il y a aussi un changement, une migration qui s'éloigne du 3 repas par jour. Ça se produit depuis un certain temps, mais cette génération l'a mis à un niveau différent. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau alimentaire, production alimentaire? Ces gens vont chercher davantage de collations et moins les 3 repas traditionnels. D'un point de vue comportement d'achat, il faut réfléchir à certaines choses. D'abord, ces gens ne perçoivent pas l'épicerie comme une façon agréable d'acheter leur nourriture. Ils préfèrent aller à des magasins de spécialité et faire plusieurs trajets pour acheter leur nourriture. 75 sont prêts à faire des détours pour acheter des ingrédients précis pour la préparation des mets. Et ça, c'est très intéressant. 63 des milléniaux plus âgés, ceux qui ont 25 ans et plus, disent qu'ils sont d'accord avec l'idée que là où ils achètent leur épicerie reflète leur valeur personnelle. Et plusieurs sont prêts à récompenser les compagnies socialement responsables. Mais la responsabilité sociale n'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à payer davantage pour obtenir. Ils s'attendent à ce que
la responsabilité sociale sera prise pour acquis et qu'ils ne paieront pas plus cher ou qu'ils vont avoir à se déranger pour trouver des choses responsables au niveau social. Et ensuite, on va parler du commerce électronique et les achats en ligne chez cette génération. Mais 40 d'entre eux prétendent qu'ils achètent leur épicerie ou qu'ils ont acheté d'épicerie sur Internet dans le passé. Et ça, c'est comparé aux autres générations où ça représente environ 8 D'un point de vue cuisine, ce groupe ne fait pas de différence en termes de comportement des hommes et des femmes. Environ 60 des hommes et des femmes disent qu'ils cuisinent de façon régulière. Ils sont davantage intéressés à adapter des recettes, les personnaliser. Et ce qui est très important pour nous tous, 43 du budget alimentaire de ces gens se dépense à l'extérieur de la maison. En d'autres mots, seulement 57 de l'argent qu'ils dépensent est dépensé pour de la nourriture qu'ils vont préparer ou manger à la domicile. Et ça, c'est 10 de plus de dépenses alimentaires à l'extérieur que les autres générations en moyenne. Et cette dernière information sur la diapo est difficile à comprendre, mais c'est quand même important. C'est trompeur parce que ça ne capture pas tout l'achat d'épicerie aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant l'année dernière, c'est que basé sur la façon dont c'est mesuré, plus de la moitié des dépenses alimentaires l'année dernière aux États-Unis se faisaient à l'extérieur du domicile comparé à l'épicerie. Et ça a des conséquences énormes pour le système alimentaire. Je vais vous donner quelques autres informations sur la génération Y et ensuite on va parler des autres perturbations dans le commerce électronique. Cette génération, la génération Y, fait moins confiance aux grandes entreprises alimentaires et il milite pour de l'innovation et de la transparence dans le système alimentaire. Par exemple, certains d'entre vous êtes déjà impliqués dans les poules à libre parcours, les viandes sans antibiotiques, l'étiquetage des OGM. Ça, il y a énormément. C'est un grand problème pour ce groupe et le libre-échange. Le commerce équitable est important plutôt et plusieurs choses au sujet de la transparence, l'innovation, la durabilité, tout ça tient à cœur à ce groupe de gens. Et cette citation est fascinante. Ils ne veulent pas se faire vendre, ils souhaitent que les marques établissent un lien réel avec eux et ils profitent des médias sociaux pour comprendre ce qu'ils mangent. Et enfin, la dernière information avant de passer au commerce électronique, et ça, je crois, est très important pour vous tous. Depuis les dernières 5 années, si vous regardez les plus importantes compagnies alimentaires aux États-Unis, ils ont perdu 18 milliards de dollars de parts de marché et ils le perdent à de plus petites compagnies artisanales, des entreprises plus transparentes et socialement actives, et c'est vraiment ce qui intéresse cette génération. Donc, pensez à ce chiffre, 18 milliards de pertes de parts de marché depuis 5 ans. C'est un changement énorme en peu de temps. Donc, ça, c'est la génération Y. Et ce que l'on voit suite au sondage que nous avons fait depuis les derniers mois. Je veux maintenant vous parler des autres changements. Là, j'ai parlé de comment le consommateur change. Maintenant, je veux parler du changement dans la façon dont les gens magasinent et les technologies disponibles. Donc, il y a quelques années, 2 de mes collègues, Rajiv Lal et son assistant de recherche, Daniel Greenberg, ont regardé ce qui se passe dans le monde du commerce électronique pour avoir une idée de stratégie permettant aux compagnies de lutter contre la menace du commerce électronique. Vous dites peut-être, dans le monde alimentaire, c'est pas un problème, je n'ai pas à m'en inquiéter, mais je dois vous dire qu'on vient de terminer de rédiger un rapport pour une compagnie qui s'appelle Ocado. Qui a entendu parler d'Ocado? D'accord. Donc, Ocado, c'est
la plus grande épicerie sur Internet au monde. Ils dépensent, ils vendent énormément au Royaume-Uni. Ils ont un meilleur rendement sur le capital que Tesco et Sainsbury, les autres joueurs du Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, ils sont rendus environ 5 du marché pour la nourriture sur Internet. Et les joueurs sur Internet au Royaume-Uni, liés par Ocado, ont créé une révolution qui vraiment ne fait que commencer. Mais si vous réfléchissez, vous vous dites peut-être que 5 des ventes, c'est peu. Mais si vous êtes un détaillant et vous perdez 5 de votre part de marché, c'est énorme parce que votre vie dépend d'exploiter vos actifs fixes et toute perte de vente vous empêche d'amortir ces dépenses. Par exemple, les avions veulent vendre des places dans l'avion et une épicerie, c'est une entreprise semblable. Vous voulez qu'il y ait le maximum de gens qui entrent dans le magasin pour acheter. Donc, vous amortissez vos actifs en fonction du trafic. Donc, il faut comprendre les éléments clés de cette révolution du détail dont on parle. Comment ça fonctionne? Alors, la première chose qui est claire, c'est que les détaillants sur Internet ont des coûts moindres. Ils n'ont pas à maintenir tous les magasins, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'inventaire à différents emplacements. Ils peuvent avoir un entrepôt qui peut desservir autant de clients, autant de foyers que 100, 200, 300 magasins individuels. Donc, la capacité d'être plus efficace est là et aussi d'être plus effectif dans la desserte des clients. Ça, c'est vraiment phénoménal. Donc, ça, c'est le premier point. Les coûts par clients sont moindres et leur capital investi est moindre. Si vous pouvez desservir le même nombre de clients à partir d'une installation comparé à 200 magasins, les coûts en immobilisation sont très différents. C'est vraiment des ordres de grandeur de différence. Les détaillants sur Internet ont aussi un modèle très flexible. Il est facile pour eux d'introduire ou éliminer différents articles parce qu'ils n'ont pas besoin de se demander où est-ce que je vais le mettre sur les tablettes. Ils font entrer de nouveaux articles parce qu'ils peuvent gérer la hauteur ou la largeur de leur immeuble beaucoup plus facilement qu'un détaillant. Donc, ils ont davantage de flexibilité pour faire entrer des articles et ils peuvent absorber de nouvelles catégories, passer d'une catégorie à la suivante de façon beaucoup plus simple. Et enfin, d'un point de vue d'articles, ils ont une façon plus simple de gérer avec la queue les plusieurs articles qui ne se vendent qu'à quelques unités, les articles artisanaux, les articles plus rares, parce qu'ils peuvent faire entrer du volume d'un pays au complet ou d'un continent au complet. Ils peuvent en fait obtenir assez de volume pour un article pour que ce soit logique de le détenir. Pour un supermarché, ce n'est pas le cas. Si vous avez un supermarché qui va avoir en inventaire un article qui se vend peu, ce n'est pas logique de l'avoir parce que vous n'obtiendrez pas le nombre de rotations de stock dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est le modèle de fonctionnement et les choses qui sont différentes lorsqu'on compare un détaillant sur Internet. Mais il y a des choses qui sont particulières d'un point de vue financier et qui sont aussi importantes ici. D'abord, c'est que Amazon, c'est important, a un cycle de conversion de liquidité plus grand que tout autre détaillant. Je vais vous le montrer dans une seconde. Ils sont capables d'obtenir un prêt de leurs fabricants, de gens comme vous, qui est énorme. Dans les dernières années, ce prêt, cet emprunt de la part des producteurs est environ à 10 à 12 milliards de dollars par année. Donc, beaucoup d'argent qu'ils obtiennent gratuitement pour le privilège que vous leur offrez de mettre vos produits sur Internet. L'autre chose qui est très importante et différente de leur modèle, c'est que Amazon est devenu le premier point de considération. Qu'est-ce que j'entends par ça? Quand vous faites une requête sur Internet, où est-ce que vous faites votre recherche sur Internet, madame? Si vous faites une recherche, vous voulez trouver une réponse sur Internet, où allez-vous? Google! Et vous ne l'appelez même pas une recherche. Vous dites, je vais aller sur Google. C'est vrai aussi avec Amazon. La plupart des gens ne pensent pas à aller ailleurs pour trouver quelque chose en ligne. Ils vont à Amazon en premier. C'est leur premier point de considération. Ça, c'est un avantage énorme que quelqu'un comme Google ou Amazon ont. Vous n'utilisez pas Bing, n'est-ce pas? Non, vous ne savez même pas c'est quoi Bing. Merci. Donc,
ce premier point de contact de considération, c'est un avantage énorme qu'Amazon a réussi à créer. Donc, ça, ce sont les éléments clés de la révolution. Si vous voulez combattre ce qui se passe ici, je crois qu'il y a 4 éléments clés autour de l'efficacité du capital qu'il faut prendre en compte. Nous, on appelle ça le cadre TIPS. Comment utiliser la technologie de façon efficace et efficiente. Efficace voulant dire desservir des clients pour qu'ils soient satisfaits. Efficient voulant dire pour maintenir les coûts les plus bas possibles. Comment utiliser l'inventaire de façon logique. Pensez à la quantité d'inventaire détenu par les détaillants comparé à Amazon. C'est le jour et la nuit. Comment utiliser cet inventaire de façon efficace pour desservir les clients. Le P dans TIPS, ce sont les gens. D'un point de vue comptable, ça ne fait pas partie du bilan, mais c'est un actif qu'il faut utiliser, exploiter. Comment utilisez-vous vos gens? Comment utilisez-vous vos gens pour avoir une bonne expérience client et pour réduire les coûts dans votre organisation? Et enfin, le S, c'est l'espace. Comment utiliser l'espace disponible? Si vous avez le bon espace, la bonne quantité d'espace, est-ce que vous l'utilisez de façon appropriée? Donc, quelques diapos pour vous donner une compréhension de ce que j'entends par l'avantage énorme d'avantage. Si vous regardez la première diapo, nous parlons des jours payables. Donc, pendant combien de temps les fabricants vous permettent-ils de les payer? Dans le cas d'Amazon, c'est environ 95 jours. Les gens disaient que Walmart était bon à ça et eux, ils sont à 38 jours. Donc, il y a des différences très importantes entre eux et les autres détaillants. Et ce que ça nous donne, c'est un cycle de conversion de liquidité qu'aucun autre détaillant ne peut lutter contre parce qu'ils ont moins 34 jours dans leur cycle de conversion de liquidité. Donc, ils obtiennent le produit de votre part. Ils l'ont pendant 34 jours où ils ont l'argent du client pendant 34 jours après que vous ayez livré. Donc, du moment où vous mettez le produit dans l'entrepôt, vous le vendez au client, vous le gardez en inventaire. En fait, vous avez un jeu du fabricant de 34 jours. Aucun autre détaillant ne peut faire ça. Ceci nous amène à des conséquences intéressantes. Donc, le rendement sur l'investissement pour Amazon a été négatif pendant très longtemps, mais ce n'est pas négatif pour les raisons que l'on pense. C'est négatif parce qu'ils ont un capital investi négatif. Essentiellement, leurs fabricants, leurs distributeurs leur donnent cette marge qui leur permet de ne pas avoir de capital investi. Ça a changé depuis quelques années, mais pensez à ce que ça signifie dans une entreprise où tout dans l'entreprise, en réalité, est financé par quelqu'un d'autre, sans avoir à payer d'intérêt en passant. Plusieurs personnes vont dire, écoutez, Amazon n'a jamais fait d'argent, n'en fera jamais. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on regarde le problème de façon erronée. Voici quelques points à regarder sur ce tableau. D'abord, de 1994 à 2013, Amazon a eu des liquidités en hausse de 16,3 milliards de dollars. Ça ne me donne pas l'impression qu'ils ne savent pas comment faire de l'argent. L'autre point, c'est que si vous regardez la question de l'équité des actifs, Amazon, dans sa vie, à travers l'émission d'actions et à travers ses actions, a absorbé des investisseurs 742 millions de dollars en actifs que les investisseurs ont acheté d'eux et leur bilan à la fin de 2013 avait plus de 40 milliards de dollars en valeur au livre de leurs actifs. Donc, ils font quelque chose de correct. En fait, ils font de l'argent et ils dérangent énormément le marché. Regardons quelques diapos et parlons de la première lutte dans cette révolution, la première bataille. Ça peut nous enseigner beaucoup pour l'avenir. D'abord, en 1996, quand Amazon est né, ils étaient une non-entité. Il y avait 2 joueurs, Borders et Barnes & Noble, qui représentaient environ 2 milliards de dollars de ventes à l'époque. En moins de 4 ans, Amazon avait plus de ventes que les deux n'en avaient au début de la période et les rattrapait rapidement en termes de vente totale. Donc, si vous regardez les
chiffre de 2000 d'Amazon comparé à 96, 4 ans plus tôt, où les deux autres concurrents, essentiellement, ils ont rattrapé ces gens et à partir de zéro. Amazon s'est établi comme le premier point de choix à considérer. Dès le début, les gens à la recherche d'un livre allaient à Amazon sur Internet et ça a changé la donne parce que les gens achetaient de plus en plus de livres sur Internet et ils allaient de plus en plus souvent chez Amazon. Ensuite, le livre électronique est arrivé à la fin des années 2000 et très rapidement a pris des parts de marché significatives. Donc, la technologie a changé non seulement la façon dont les gens achètent des choses sur Internet, mais en fait, ils n'achètent plus des livres, ils achètent des médias. Et ça a changé les choses de façon significative. En 2 ans, les livres électroniques représentaient le quart du marché et ça a sorti Borders du marché. Ils ont fait faillite. Et là, vous dites, hey, c'est bon pour Barnes Nobles. Mais en fait, ça n'a pas aidé non plus Barnes Nobles du tout. Et Barnes Nobles est très sous tension parce que le modèle est trop différent, parce que les clients peuvent tout obtenir ce qu'ils veulent très simplement, etc. Donc, qu'a fait Amazon pour passer au niveau suivant? On a Amazon Prime. Est-ce qu'il y en a qui sont des clients d'Amazon Prime dans la salle? Il y en a quelques-uns. Bon, si vous êtes comme moi, vous allez être accro à Amazon Prime. Vous allez l'utiliser tout le temps. Ce qu'Amazon a fait, c'est qu'ils ont rendu les gens accros grâce aux tablettes qu'ils vendent à très faible prix. Amazon Prime et peut être essayé gratuitement pendant un certain temps. Une fois que vous êtes satisfait, vous allez acheter de plus en plus et ça fait en sorte que les fabricants vont embarquer sur Amazon comme vendeurs parce qu'à ce moment-là, vous pouvez obtenir votre complétion de transactions en 2 jours. C'est un cercle vertueux qui donne à Amazon environ 130 $ de marge supplémentaire, de revenus supplémentaires par année. Donc, chaque client d'Amazon Prime donne à Amazon environ 130 $ de profits supplémentaires par année. Et en passant, c'est en croissance rapide et dessert 40 millions de clients au moment où on se parle. Donc, c'est un changement significatif. Samedi, je suis allé sur Internet et j'ai vu qu'à Boston, ils ont une livraison d'un jour et j'ai acheté du savon à vaisselle, dans la lave-vaisselle. Je n'étais pas obligé d'aller au magasin et le dimanche, c'était livré chez moi. Donc, le reste du secteur de la vente au détail devrait-il s'inquiéter? C'est une question rhétorique. Il y a des choses au sujet d'Amazon et le commerce électronique qui leur rendent une chose sûre. D'abord, ils sont les joueurs à plus faible prix. On a mentionné que leur base de coûts est moindre, donc ils ont moins de capital à investir, donc ils deviennent un joueur à faible coût avec une gamme de produits la plus vaste possible. Amazon a des millions d'articles. Peut-être à votre épicerie, vous allez en trouver 30 ou 40 000. Chez eux, c'est des millions. Donc, la possibilité pour presque tous les produits dans différentes catégories. Et en passant, Amazon a une meilleure expérience client. Donc, Nordstrom, qui arrive au Canada, qui a une bonne réputation de service à la clientèle, a 82 % sur l'indice de satisfaction. Amazon, c'est 87 %. Donc, une satisfaction de la clientèle fantastique à faible coût, c'est vraiment un jeu gagnant. Comment le font-ils? Ils sont centrés sur les clients, ils sont frugaux, innovateurs et le premier point à considérer. Donc, c'est très difficile de concurrencer contre ça. Et les endroits où Amazon a des problèmes, comme « Hey, j'ai besoin de quelque chose rapidement », ils travaillent là-dessus pour accélérer la livraison aux clients à tous les jours. Avec des choses comme la livraison en 2 jours. Ils ont des entrepôts dans les zones urbaines, des livraisons en une journée à plusieurs villes des États-Unis. Et en passant, ils ont 2 millions de fournisseurs dans leur marché. Et ce n'est pas quelque chose que Amazon dessert à travers leur propre entrepôt, mais donc plus de 2 millions de fournisseurs avec des millions d'articles. Vous pouvez trouver n'importe quoi d'eux. Donc, revenons au défi pour les détaillants.
est dans une certaine mesure votre défi comme fournisseur aux détaillants. D'abord, comment utiliser vos employés? Amazon en a peu transige directement avec les clients. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à l'expérience client? S'ils n'ajoutent pas de valeur, vos employés, et s'ils ne font que des tâches répétitives, peut-être que vous devriez trouver des façons de remplacer cette main-d'œuvre par des robots qui vont diminuer encore plus vos coûts. Ça paraît cruel, mais c'est quelque chose que les gens doivent réfléchir. Comment utilisez-vous vos employés de façon efficace dans vos entreprises? Inventaire et conversion de liquidités. Comment pouvez-vous plus efficacement utiliser votre inventaire pour ne pas attacher des liquidités dans l'exploitation de vos supermarchés, de vos magasins? En termes d'espace physique, la même idée. Amazon n'a pas besoin de milliards de dollars d'investissement en magasins physiques. Y a-t-il des façons pour vous de plus efficacement utiliser vos actifs pour diminuer les coûts? Et d'un point de vue technologie, ça, c'est le point le plus difficile. Les investisseurs en technologie les plus importants au niveau du détail, c'est Best Buy et Target. Ils dépensent 20 Amazon, c'est 5 fois plus sur la technologie comparé à eux. Et en passant, si vous êtes un technologue, si vous êtes un jeune qui a une option d'aller travailler en technologie en quelque part, voulez-vous travailler pour Amazon ou Google ou travailler pour Best Buy ou Target? C'est très difficile d'embaucher ces gens. Donc, tout ça mène à un rendement sur le capital investi énorme pour Amazon et comment faire avancer l'entreprise comme détaillant. Donc, quelques anecdotes. Ah, il faut aller aux questions? Bientôt? D'accord. Donc, quelques anecdotes. Comment survivez-vous comme détaillant et comment gérez-vous les détaillants du futur comme fournisseurs pour traiter de ces défis? Je vais vous donner 3 exemples en termes de compagnies qui ont fait un très bon travail. D'abord, c'est PetSmart. PetSmart, c'est l'animalerie virtuelle. En 2000, PetSmart a vu qu'ils avaient des défis significatifs parce qu'ils ont vu leurs produits s'en aller sur Internet. Ils ont été visionnaires et bien réfléchis. À partir de 2000, ils ont commencé à regarder comment inclure des services dans leur entreprise parce qu'ils se sont dit, écoutez, l'Internet ne peut éliminer les services. Ils vont avoir besoin d'un fournisseur de services et nous, on peut faire ça. Donc, ils ont commencé à faire du toilettage, services vétérinaires et aussi l'hébergement d'animaux. Et 30 de leurs ventes, maintenant, se trouvent dans les services qu'on ne peut pas enlever par l'Internet. Et les services combinés aux magasins qui fournissent les besoins physiques devient un modèle très efficace et une très bonne utilisation de l'espace parce qu'ils ont diminué l'espace requis pour les produits et augmenté l'espace utilisé par les services. Un deuxième exemple, c'est Best Buy. Si vous êtes un fabricant et vous fournissez à Best Buy et vous venez de dépenser comme Samsung peut-être 500 millions de dollars en R&D sur un nouveau produit comme une tablette, voulez-vous que ce soit une photo sur une page à Amazon? Non, c'est votre grande crainte, c'est que ça sera la seule façon pour le client d'acheter ce produit. Donc, les fabricants ont redonner vie à Best Buy parce qu'ils savent que les clients doivent toucher au produit pour comprendre sa valeur, ses caractéristiques, pour comprendre ce que ce produit fait. Donc, ce qui s'est produit, Samsung, maintenant, a des magasins dans des magasins. Essentiellement, ils louent de l'espace dans comme le fait Apple, Microsoft et d'autres. Ils ont leurs propres employés pour que les gens puissent jouer avec leurs produits et comprendre comment ils fonctionnent. Et ça nous amène à davantage une utilisation plus efficace de l'espace et de l'inventaire pour ces compagnies. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est Home Depot. Donc, Home Depot a fait quelque chose d'intéressant il y a quelques années. Ils se sont dit, écoutez, notre plus grande menace, ça ne vous paraît peut-être pas comme ça, mais notre plus grande menace,
c'est Amazon. Et si vous y pensez, vous allez dire, oui, pour Home Depot, Amazon est une menace. Oui, Amazon est notre plus grande menace. Ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, d'accord, regardons chaque catégorie dans notre magasin et déterminons comment nous utilisons nos actifs en fonction des habitudes des clients et de la concurrence. Donc, plutôt que de dire, nous avons un magasin et de l'espace pour toutes sortes de choses, on a des gens dans le magasin et on a de l'inventaire. Non, attendons une seconde. Si nous avons quelque chose comme une pièce d'une toilette qui est brisée chez quelqu'un et ils veulent la faire remplacer, c'est très différent de quelqu'un qui veut acheter un luminaire qu'ils veulent pour rénover. Non, ils ont dit, pour le département de la plomberie, nous allons avoir un inventaire très différent. Tout doit être en inventaire. Il faut avoir chaque SKU possible parce que si quelqu'un arrive et ce n'est pas disponible, leur toilette va être brisée et quand même, ils vont aller ailleurs pour l'acheter. L'autre chose qu'ils se sont dit, c'est nous allons avoir des employés dans le magasin et de la technologie disponible qui vous aide à trouver la solution pour la toilette. Donc, une vue complète de leur allocation d'actifs pour voir comment le faire correctement. Ensuite, ils ont regardé chaque catégorie dans le magasin et ils se sont dit comment est-ce différent de ce que l'on fait quand nous avons, par exemple, quelque chose comme un projet de rénovation de la cuisine. Eh bien, on n'aura pas en inventaire chaque article et chaque variété, mais on peut donner une idée aux gens, une salle de montre. On peut leur donner de la technologie disponible sur Internet pour qu'ils puissent travailler avec les gens dans le magasin à partir de chez eux, avec une tablette pour déterminer à quoi devrait ressembler leur cuisine. Ils peuvent le faire la nuit, n'importe quand. Ils peuvent aller sur Internet et parler à des experts qui seront disponibles au fur et à mesure que les travaux avancent. Donc, c'est une allocation d'inventaire très différente. Ils n'ont pas de ces inventaires en magasin. Quand on parle au comptoir en pierre ou aux armoires, ils n'ont qu'une salle de montre. Ils ont différents employés qui font ce travail. L'utilisation de l'espace est très différente. Ils l'ont fait pour chaque catégorie dans le magasin pour déterminer comment les clients magasinent, comment le commerce électronique nous affecte. Ils ont regardé les outils. Ils se sont dit, on doit avoir en inventaire les outils requis pour les entrepreneurs et les consommateurs. Mais ce qu'ils ont aussi fait, ils se sont dit, la seule façon pour nous de faire concurrence, c'est en ayant les mêmes prix que l'Internet. Donc, il faut être très efficace dans ces catégories. Et peut-être qu'on n'aura pas autant d'employés, peut-être qu'on va trouver des façons d'avoir des marques privées pour avoir un meilleur prix. La conclusion, c'est qu'il y a des façons de concurrencer contre ces menaces qui existent sur Internet. Et vous allez peut-être dire, ça ne s'applique pas à moi parce que je suis dans le domaine alimentaire. Mais ça va arriver. Moi, je regarde ce qui est arrivé au Royaume-Uni et en partie en France. Et ça, c'est vraiment l'avertissement. C'est la preuve que les choses vont changer ailleurs. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de perdre 30 % de votre volume aux ventes sur Internet pour avoir des problèmes. Si vous vous rendez à 4, 5, 6, 7 % de votre volume que vous perdez par rapport à l'Internet, ça change le portrait financier de votre entreprise. Le dernier point, c'est qu'il y a 8 ans environ, j'avais une conversation avec des détaillants dans l'espace des vêtements. À l'époque, la pénétration au niveau des vêtements sur Internet représentait environ 2 %, peut-être moins. Et ils ont dit, savez-vous, on ne croit pas que les femmes, on parle des femmes, là, je ne veux pas être sexiste, là, mais c'était la conversation. On ne croit pas que les femmes vont vouloir acheter des vêtements sur Internet parce qu'elles doivent y toucher, s'assurer que la texture est bonne, que ça leur... Est-ce que vous achetez des fois des vêtements sur Internet? Non? Oui, OK, d'accord. Donc, quelqu'un veut-il deviner aujourd'hui quel pourcentage des ventes de vêtements aux États-Unis se fait sur Internet 8 ans plus tard? Quelqu'un veut essayer de deviner? N'importe qui? 20 %? C'est 20 %, oui. En très peu de temps, c'est passé à 20 %. Si vous regardez les détaillants de vêtements aux États-Unis aujourd'hui, ils ont énormément de problèmes. Donc, gardons à l'esprit qu'il ne faut pas devenir complaisant et penser que le
futur va ressembler au passé. Pensez à la génération Y, à la technologie. Pensez à ce qui arrive à la capacité des joueurs de faire des choses à très faible coût qui, normalement, ont été perçus comme étant non rentables et à coût élevé. Cette combinaison de facteurs va nous amener à un futur très différent dans 5 ans. Il y a énormément d'occasions pour vous tous dans la salle de profiter de ces changements, mais il y a aussi des défis qui peuvent être très troublants à votre façon de faire des affaires aujourd'hui. Mais je vous mets en garde. Vous devez réfléchir à comment vous allez gérer cette nouvelle génération qui a des croyances très différentes et cette technologie très dérangeante qui se profile en commerce électronique. Connaissez-vous AgriRéseau et ses 36 sites spécialisés, dont le site Économie et gestion? Abonnez-vous dès aujourd'hui et découvrez une mine d'informations sur les enjeux et perspectives économiques et sur de nombreux autres sujets.